Ce jour-là, tard dans la nuit dans une ruelle, deux hommes suivaient une femme séduisante sans se presser. Bientôt, la fille fut bloquée dans un coin et ne pouvait que couvrir sa poitrine de ses mains, impuissante. Les deux hommes la regardaient avec un sourire obscène comme si c'était le meilleur plat. Mais avant qu'ils ne puissent tendre leurs mains salaces, des bruits de pas résonnèrent derrière eux, ils virent un garçon qui dit froidement « Si vous ne voulez pas mourir, partez tout de suite ». Voyant que l'intrus n'était qu'un lycéen, les deux raclures prirent un air féroce. « C'est toi qui veux mourir, mon garçon ?» Le garçon ignora les deux hommes, il arracha le pansement qu'il avait mis sur son cou. Le petit trou dans son cou laissa soudain sortir quelques fourmis. Alors qu'un des voleurs essayait de s'approcher pour lui donner une bonne leçon, un cri retentit soudain derrière lui, il se retourna et découvrit que son compagnon n'avait plus que la moitié inférieure de son corps, la partie supérieure étant dans une énorme bouche ondulante. Et la belle femme d'avant s'était transformée en un horrible monstre. En revanche, le garçon était enveloppé dans un nuage de brouillard noir. En y regardant de plus près, c'était un groupe de fourmis noires. Tôt le lendemain matin, l'endroit fut ensuite bloqué par les autorités. Le chef des enquêteurs était un homme aux longs cheveux et portant des lunettes. Ils trouvèrent le corps du monstre et la moitié du corps dévoré laissé sur place. Il était difficile d'imaginer qui avait pu abattre un monstre aussi puissant, le seul indice était le témoignage du voleur qui avait échappé à la scène, il disait qu'un garçon avec des insectes avait fait cela. Ces enquêteurs portaient le symbole des faucheurs de bêtes insectes, il s'agissait d'un département mis en place par le gouvernement pour s'occuper des insectes et des bêtes. Quelques années auparavant, ces insectes étaient apparus de nulle part et se nourrissaient principalement d'êtres humains. Ce qui était le plus effrayant, c'est que ces insectes pouvaient se déguiser en humains et vivre parmi nous. Dans une salle de classe, à ce moment-là, la présidente de la classe lisait à haute voix un passage sur la section des faucheurs. Un garçon avec un pansement sur le cou continuait de manger. Après que la présidente de la classe, Nami, eut fini de lire, l'enseignant sur l'estrade conseilla aux élèves d'être prudents ces jours-ci, car l'accident de la nuit précédente avait eu lieu juste à côté de l'école. En entendant cela, Nami regarda son ami avec inquiétude. Les deux décidèrent de rentrer ensemble après l'école. À la fin du cours, l'enseignant rappela à Nami de remettre son dernier devoir au bureau. Un soupir de soulagement se fit entendre parmi les élèves, car peu de gens avaient fini leurs devoirs. Après le départ du professeur, deux élèves menacèrent Nami de ne pas collecter les devoirs, car ils disaient que personne n'avait pu finir cet exercice, mais avant que les deux ne puissent finir de parler, un cahier fut tendu à la présidente de classe. C'était celui de Mi-zong, ce qui agaça les deux voyous qui avaient depuis longtemps un problème avec lui. Mettre un pansement au cou et faire le malin, c'est une marque de fraise laissée par ta copine ? Nami, qui avait un faible pour Mi-zong, se leva immédiatement. Ne racontez pas de bêtises. Les garçons ne réagirent pas. L'un d'eux s'approcha et arracha le pansement sur son cou, mais il ne vit pas de suçon, seulement un petit point. Le garçon pensa qu'il avait été dupé, alors il attrapa Mi-zong par le col pour lui donner une leçon. Mais alors, une fourmi sortit du trou et se glissa sous les vêtements de Mi-zong. Cela sembla instantanément effrayer le garçon qui tomba au sol en hurlant ce qu'il venait de voir. Cependant, les gens pensaient simplement qu'il était fou et n'y prêtèrent pas attention. À la fin de la journée d'école, Nami donna ses devoirs ainsi que ceux de Mi-zong au professeur. Ils étaient les seuls dans la classe à avoir terminé leurs devoirs. Le visage de l'enseignant s'assombrit immédiatement lorsqu'il apprit la situation, il marmonna quelque chose que Nami ne comprit pas. Le professeur releva ensuite la tête avec un sourire. « Toi et Mi-zong pouvez rentrer chez vous après l'école, les autres resteront pour nettoyer le terrain de jeu. » À cause des événements étranges qui s'étaient produits dans l'allée la nuit précédente, Nami avait peur de rentrer seule. Elle aperçut Mi-zong en train d'appliquer un pansement devant elle. Comme ils habitaient près l'un de l'autre, Nami l'invita alors à rentrer ensemble, mais Mi-zong dit qu'il avait quelque chose à faire aujourd'hui et refusa l'invitation de Nami. Les deux garçons qui étaient restés pour nettoyer continuaient de se plaindre. Sejin leur dit d'arrêter de râler, de finir le travail et de rentrer. Ils devaient attendre Sejin car il n'y avait personne d'autre avec qui rentrer. Pendant ce temps, Mi-zong était assis dans la salle de classe, parlant tout seul. Il semblait communiquer avec les fourmis à propos de quelque chose dans ce livre. Les deux voyous, prêts à chercher des ennuis avec Mi-zong, discutaient de ce qu'ils avaient vu la veille concernant les fourmis de Mi-zong tout en marchant vers la classe. Mais à peine arrivé au coin, l'homme aux cheveux courts s'arrêta net. Il y avait un énorme monstre qui bloquait le passage. La tête de l'homme aux cheveux courts fut coupée par le monstre avant même qu'il puisse réagir. La fille au casque qui passait un coup de balai, remarqua l'objet rouler à ses pieds et poussa un cri terrifiant en le voyant. Tous les élèves furent fascinés par le cri de la fille, qui perdit la tête et se mit à courir à travers la foule. Tout le monde s'exclama « Il y a une bête insecte !» La foule se retourna pour découvrir une énorme bête insecte sphérique qui sortait. Il était évidemment trop tard pour fuir. Au moment où Nami réagit, la bête insecte était déjà presque devant eux. Les lycéens essayèrent de s'échapper de toute leur force, face à cette bête qui les massacrait. Dans le flou de l'action, le garçon derrière Sejin la saisit pour rester en vie, et la tira violemment en arrière. Sejin perdit l'équilibre et frappa sa tête contre une pierre. Nami se précipita pour l'aider et découvrit qu'elle avait perdu connaissance. Elle ne put que regarder désespérément tandis que la bête insecte s'approchait lentement.
Le monstre s'arrêta à côté de Nami et son crâne commença à s'ouvrir lentement, révélant le visage de l'enseignant à l'intérieur. « Ne t'avais-je pas gentiment conseillé de partir après l'école? Puisque tu n'écoutes pas ton professeur, tu peux aller en enfer comme les autres. » Sur ces mots, le monstre leva son poing et s'apprêta à frapper Nami. À cet instant, une colonie de fourmis arriva à grande vitesse. Les deux bras du monstre furent coupés instantanément. Nami regarda derrière elle avec un visage ébahi et vit un guerrier en armure, entouré d'une matière noire, apparaître devant elle. Le guerrier rattrapa rapidement Nami, qui s'était évanoui sous le choc. La bête insecte regarda son bras tomber mais n'en fit pas cas, car il avait entendu parler de l'existence du chasseur la fourmi noire. Il ne comprenait juste pas pourquoi la fourmi noire protégeait les humains. Face au monstre, le guerrier la fourmi noire répondit avec un coup de poing. Ce coup envoya le monstre directement contre le mur, du sang jaillissant de sa bouche. La fourmi noire profita de l'occasion pour transporter les deux filles en lieu sûr, puis revint vers le monstre. Le guerrier déclara que la raison pour laquelle il chassait ses semblables était simplement pour les manger. Le monstre insecte fut immédiatement furieux. « Dans ce cas, laisse-moi venger la mort de mes camarades. » Et le monstre se transforma en une grande boule avant de foncer sur la fourmi noire tel un projectile. La fourmi noire tenta de riposter avec force, mais fut accidentellement projetée à plusieurs dizaines de mètres par l'énorme impact. Voyant la fourmi noire assise par terre, le monstre n'allait pas la laisser s'en tirer. Les jambes du monstre se plièrent lentement, comme un ressort, et son corps s'élança dans les airs tel un boulet de canon, visant la fourmi noire en contrebas et s'abattant lourdement sur elle. La fourmi noire n'eut pas le temps d'esquiver et fut frappée de plein fouet, crachant du sang noir, mais ce n'était pas encore fini. Le monstre continua de rebondir, portant encore plusieurs coups violents au corps de la fourmi noire. À ce moment-là, les membres de la fourmi noire étaient complètement tordus dans le profond cratère. Malgré la douleur, il donna l'ordre aux fourmis de bouger. En même temps, la prochaine attaque du monstre était imminente. Un grand bruit se fit entendre lorsque le monstre s'abattit durement sur la fourmi noire. Il pensait que ce coup suffirait à réduire la fourmi noire en bouillie, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit indemne, alors que c'était son propre corps qui avait subi des dommages. Le monstre ne comprenait pas ce qui se passait. La fourmi noire donna de nouveau un ordre: convertir l'armure. L'armure qui enveloppait ses pieds se dissipa lentement, et la matière noire se concentra autour de ses bras. En un clin d'œil, une énorme griffe acérée apparut devant lui. À ce moment, le monstre sentit enfin le danger. Il supplia la fourmi noire de l'épargner, mais il était évidemment trop tard pour implorer sa clémence. La fourmi noire plongea ses griffes directement dans le ventre du monstre, puis le souleva au-dessus de sa tête et le fracassa violemment contre le sol. Le monstre regretta amèrement à cet instant. Il se demanda pourquoi, malgré les histoires sur la fourmi noire, il avait osé s'en prendre à elle. Sans attendre que le monstre supplie à nouveau, la fourmi noire le souleva une fois de plus, et avec un dernier rugissement, le corps du monstre fut complètement tordu avant de se transformer en une brume sanglante. Après cela, la fourmi noire donna un nouvel ordre: mangez-le. La matière noire obéissant à cet ordre, quitta immédiatement le corps de la fourmi noire. Lentement, la silhouette de Mi-zong émergea. À ce moment, Mi-zong ne se rendait pas compte que cette bataille avait été observée par une bête insectoïde humanoïde derrière lui. Lorsque la section des faucheurs arriva sur les lieux, en voyant la scène de désolation, les deux chasseurs ne purent s'empêcher de se sentir frustrés après avoir tant préparé. En analysant les traces sur le terrain, il était facile de deviner qu'il s'agissait d'un combat entre deux bêtes insectes. Mais les bêtes insectes ne se tuent généralement pas entre elles. Que s'était-il donc passé entre ces deux-là? À ce moment, le capitaine se souvint soudainement de la femelle bête insecte qui était apparue dans l'allée 2 jours auparavant. Le seul survivant avait dit qu'elle avait été vaincue par un garçon aux fourmis noires. Juste à cet instant, le personnel informa le capitaine que la personne blessée, sauvée par la bête insecte, s'était réveillée. Les deux se rendirent rapidement au chevet de Nami. Elle raconta les événements de ce jour-là. Un homme en armure noire l'avait sauvée. « Êtes-vous sûr que c'était un humain qui vous a secouru ?» demanda le capitaine. « Pas vraiment, » répondit Nami, mais l'homme en noir était définitivement différent des autres bêtes. Après un rapide interrogatoire, le capitaine eut l'impression que l'homme en noir connaissait Nami. Il lui demanda donc si des élèves étaient absents à ce moment-là. Nami répondit qu'effectivement, un élève manquait, Mi-zong, le seul à être parti à l'heure après l'école. Pendant ce temps, Mi-zong était déjà rentré chez lui. Sa grand-mère fut la première à l'accueillir, l'invitant à venir dîner. Mi-zong se sentit un peu désespéré en voyant un repas aussi copieux, car il venait juste de manger une bête insecte entière. Il ne put que dire à sa grand-mère qu'il avait déjà mangé. La grand-mère, choquée en entendant cela, lui demanda immédiatement s'il avait été blessé. Mi-zong se sentait simplement coupable d'avoir déçu sa grand-mère. Celle-ci lui dit que tant que tout allait bien, il devait se reposer. Après avoir vu Mi-zong entrer dans la chambre, la grand-mère ne put plus se contenir. Des larmes coulèrent sans qu'elle s'en rende compte. « Pourquoi mon Mi-zong doit-il souffrir ainsi ?» se demanda-t-elle. À ce moment-là, les fourmis à l'extérieur de la fenêtre commencèrent à ramper dans la pièce de manière ordonnée. Mi-zong était allongé tranquillement sur le lit, écoutant les rapports des fourmis sur les bêtes insectes de l'école plus tôt dans la journée.
Il laissa les fourmis partir une par le trou dans son cou. Dans un chantier abandonné à la périphérie de la ville, plusieurs soldats étaient en mission à la recherche d'un enfant disparu. Le chef d'équipe guida prudemment son groupe pour monter les escaliers. Lorsqu'ils entrèrent dans une pièce, il ne put cacher sa surprise en voyant une série de cocons suspendus dans les airs. À ce moment, une autre voiture arriva dehors, transportant les faucheurs. Le hérisson assis au volant commençait à perdre patience. « Je ne comprends pas pourquoi les supérieurs ont envoyé ces soldats », dit-il. De l'autre côté, Sam le calma en lui expliquant que leur département était encore en train de revoir la situation et que la présence de la police avait priorité dans l'enquête. Juste à ce moment, la radio de la voiture émit un appel de renfort. Les soldats, en essayant de libérer les enfants enfermés dans les cocons, avaient accidentellement éveillé un danger. En ouvrant les cocons, ils découvrirent effectivement un enfant à l'intérieur. Le chef d'équipe ordonna de libérer les autres cocons. Alors qu'ils s'activaient, la tête du chef fut instantanément transpercée par une créature, une bête insecte, ressemblant à un moustique humanoïde, se tenait devant eux. Le chef d'équipe, paralysé par la peur, ne réagit pas à temps. Un autre membre de l'équipe ouvrit le feu sur la bête insecte, mais celle-ci disparut en un éclair, réapparaissant aussitôt pour transpercer le corps du soldat. La bête se retourna ensuite pour s'en prendre du nouveau au chef d'équipe. Soudain, un coup de feu retentit, interrompant l'attaque. L'aiguille dure de la créature fut percée par une balle. Il s'avéra que Sam, posté sur une tour distante, avait visé avec un fusil de sniper, mais la bête insecte bougeait trop vite, et il avait raté sa cible. Furieuse, la bête chargea de nouveau le chef d'équipe, mais cette fois-ci, le hérisson apparut juste à temps pour bloquer l'attaque avec un coup de bâton. La créature fut projetée lourdement contre un mur. Profitant de cette diversion, le capitaine ordonna à son équipe de sortir les enfants. Cependant, la bête insecte furieuse n'abandonna pas si facilement sa nourriture et fonça de nouveau sur les enfants. Voyant cela, le capitaine expira doucement une bouffée de fumée verte. À l'odeur de la cigarette, la bête s'effondra instantanément au sol. Le capitaine s'approcha et demanda « Quel est ton but en capturant ces enfants ?» La bête arracha l'aiguille plantée en elle d'un coup sec, expliquant que c'était de la nourriture pour détruire la fourmi noire. Les deux hommes ne comprirent pas bien ces paroles. Profitant de leur distraction, la bête cracha des dards empoisonnés. Le capitaine souffla encore une bouffée de fumée, et miraculeusement, les dards s'arrêtèrent en plein vol. Le hérisson bloqua également l'attaque avec son bâton. Réalisant qu'elle ne pouvait pas vaincre les deux hommes, la bête s'enfuit par la fenêtre. Le capitaine appela rapidement Sam pour qu'il tire, mais ce dernier s'effondra, touché par plusieurs dards empoisonnés. En raison de son inexpérience, les deux hommes dans la maison ne purent que regarder la bête insecte s'échapper. Pendant ce temps, Nami était assise sur un banc dans le parc, regardant une vidéo sur son téléphone montrant le type à lunettes en train de recevoir un prix. Elle était furieuse, car sa meilleure amie était défigurée et alitée à l'hôpital à cause de ce sale type qui l'avait fait tomber. Soudain, un garçon masqué apparut. Nami, surprise, s'énerva contre lui, le sermonnant sévèrement. Le garçon fondit en larmes et partit se plaindre à sa mère. « Pourquoi ai-je un frère aussi turbulent alors que je suis si raffiné ?» se demanda-t-elle. Lorsque Nami se retourna à nouveau, elle remarqua que Mi-zong était également arrivé. Mi-zong la salua, et les trois s'assirent ensemble pour manger une glace. Après avoir terminé, le frère de Nami partit jouer avec un autre enfant. Il finit par lancer accidentellement le ballon hors du terrain, et son frère décida de l'accompagner pour le récupérer. Ils suivirent le ballon à travers un trou dans la clôture. Sentant quelque chose d'anormal, Mi-zong demanda à Nami d'attendre là. En dehors de la barrière, Mi-zong retint son frère qui était en train d'escalader. Il lui dit de retourner auprès de sa sœur pendant qu'il partait à la recherche de quelque chose dans la forêt. Il ne tarda pas à trouver l'autre petit garçon avec le ballon de foot. Le garçon, croyant avoir rencontré quelqu'un de gentil, s'avança pour le saluer, mais Mi-zong l'ignora et arracha le pansement sur son cou. Aussitôt, des fourmis se mirent à ramper hors de son corps. Le garçon regarda instantanément, horrifié. Mi-zong, enveloppé dans des fourmis noires, ne prêta pas attention au garçon qui le reconnut comme un chasseur semblable, la fourmi noire. Le garçon écrasa le ballon de football dans sa main avec colère. Puis il accusa la fourmi noire de toutes sortes de crimes. « Comment oses-tu ? Qui a violé les règles des bêtes insectes et osé porter la main sur un des siens ? Je vais te tuer !» Après avoir dit cela, le garçon rassembla sa force, et d'un coup, son corps disparut instantanément, seul le masque brisé resta sur place. Le garçon s'était déjà transformé en une bête moustique. Mi-zong fut frappé en pleine tête, n'ayant pas eu le temps d'esquiver. L'armure brisée dévoila le visage froid et à moitié découvert de Mi-zong. La bête moustique avait blessé la fourmi noire d'un seul coup et se sentit inévitablement fière, observant Mi-zong immobile. La bête moustique tournait autour de lui, exhibant sa rapidité. De son côté, Mi-zong se gratta la tête avec un air perplexe, puis, d'un seul coup de poing, il écrasa la bête insecte au sol tel un vulgaire moustique. Ensuite, Mi-zong sortit de la forêt et rejoignit Nami. Il dit à son frère que le ballon avait été retrouvé et que les autres avaient été renvoyés. Il ne savait pas que la bête insecte était lentement dévorée par les fourmis de Mi-zong.
À cause de l'incident avec la bête insecte dans la classe de Mizong, après une semaine de suspension, tout le monde retourna à l'école. De nouveau dans des classes séparées. Dans la salle de classe, l'homme aux lunettes se vantait encore de sa bravoure lors de l'incident, oubliant que c'était lui qui avait envoyé Sejin à l'hôpital. De son côté, Nami avait envie de lui donner un coup de pied, mais la fille assise à côté d'elle ne supporta pas plus longtemps. Elle se leva et donna un coup de pied dans l'estomac de l'homme aux lunettes. Celui-ci fut complètement abasourdi. À ce moment-là, la fille lui lança méchamment « Espèce d'ordure, tu fais trop de bruit ». C'est ainsi que tout le monde apprit que la fille s'appelait Hyojin. Personne dans la classe n'osait la contrarier. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle fut arrêtée dans son élan par Mizong, qui arrivait. Les deux se regardèrent. Les deux semblaient ressentir quelque chose. Après un long moment, Mizong entra en premier dans la salle de classe, il s'assit à côté de Nami, mangea son anka tout en écoutant les autres parler des actes courageux de Hyojin. Soudain, Mizong ressentit la présence d'une bête insecte à proximité. Quand Nami voulut l'inviter à déjeuner, elle remarqua qu'il était déjà parti. À ce moment-là, Mizong avait déjà quitté l'école en passant par-dessus le mur. De l'autre côté, deux faucheurs se dirigeaient vers l'école. Ils ne trouvèrent aucune trace de la bête moustique, et en même temps, il n'y avait plus de disparition d'enfants. Ils ignoraient que la bête moustique avait été dévorée par Mizong. À ce moment-là, Mizong sortit soudainement d'une ruelle et tomba nez à nez avec le capitaine. Voyant l'air inquiet de Mizong, le capitaine y pensa un instant, mais ne le poursuivit pas. Les deux hommes continuèrent leur chemin vers le campus. En réalité, leur objectif était de trouver Nami. Lorsqu'ils la trouvèrent, elle leur dit que Mizong venait de partir. Les deux hommes réalisèrent alors que l'étudiant qu'ils venaient de croiser était probablement Mizong. Ils sortirent une carte de visite et la donnèrent à Nami, lui demandant de la transmettre à Mizong, avant de repartir précipitamment. Pendant ce temps, sous un viaduc, une mante religieuse humanoïde était accrochée à un mur. Elle se tenait dans l'ombre, semblant attendre quelqu'un. Une silhouette apparut lentement, c'était la fourmi noire. Suivant l'odeur, Mizong trouva la bête mante. Lorsqu'il vit sa cible, la mante descendit lentement du mur et lui fit signe de venir. Sans hésitation, Mizong fonça droit sur la mante, mais son attaque fut facilement déviée par celle-ci. Son bras fut même déformé par un coup de faux, et la mante le frappa violemment à sa poitrine avec ses pattes arrière. Avant que Mizong n'ait le temps de se stabiliser, la mante l'attaqua de nouveau. Ce que la mante ignorait, c'est que Mizong avait délibérément laissé cette ouverture. D'un coup de poing violent au visage, Mizong frappa la mante. La bête mante vacilla comme une marionnette, avec des mouvements étranges. Mizong, quant à lui, était aussi quelque peu déconcerté par ses mouvements. Après une observation attentive, Mizong réalisa soudain que ces fourmis flottaient derrière lui. Quelqu'un devait se cacher derrière la mante avec un fil de soie. Pour confirmer ses soupçons, il dispersa quelques fourmis de ses mains, puis les lança violemment. La mante ne bougea pas face aux fourmis volantes, mais ces dernières n'étaient pas destinées à l'attaquer. À ce moment-là, les fourmis grimpaient le long du fil de soie. Le manipulateur n'eut d'autre choix que de couper les fils, et la mante tomba au sol avec la rupture du fil. Tandis qu'elle regardait le fil dans ses mains, confuse, le corps de la mante se déplaça de nouveau. Sa tête heurta soudainement Mizong. Ensuite, elle ouvrit grand la bouche, révélant la bombe prête à exploser à l'intérieur. Une énorme explosion engloutit instantanément Mizong. Peu après, deux bêtes insectes sortirent de derrière le rideau. Mizong, appuyé difficilement contre le mur, montrait clairement qu'il était gravement blessé. De l'aura émanant des deux bêtes insectes, il devina que la bataille ne serait pas facile cette fois-ci. Une des fourmis de soie s'avança et posa un pied sur l'épaule de Mizong. « On t'a enfin attrapé, tu aimes protéger les humains, pas vrai? Tu as aussi tué la bête moustique, n'est-ce pas ?» Mizong resta silencieux face aux interrogations de ses ennemis. Cette fois, la fourmi explosive s'approcha également et dit « À cause de toi, nous avons perdu de la viande fraîche, tu vas devoir payer pour ça. » Et avec ces mots, la fourmi explosive leva son bras, le pointant sur Mizong, mais la fourmi de soie intervint en premier. Elle donna un coup de pied à Mizong à la tête, mais se rendit compte que le corps de Mizong n'était pas à l'intérieur, ce n'était qu'une coquille vide. La fourmi explosive cria alors de se méfier. En effet, Mizong, ayant abandonné son armure, sauta sur eux et frappa violemment la tête de la fourmi de soie. Après avoir atterri, il se précipita rapidement vers la fourmi explosive. Les mouvements de Mizong étaient fluides, sans interruption. La fourmi explosive recula, mais elle ne put résister aux attaques de Mizong et reçut un coup de poing violent. Cependant, la fourmi explosive utilisa aussi ses pattes arrière pour tirer un projectile sur Mizong, qui toucha directement son corps. Heureusement, l'armure sur son bras bloqua la majeure partie des dégâts. Conscient qu'il ne devait pas lui laisser de répit, Mizong leva à nouveau son poing pour frapper la fourmi explosive, mais alors que son poing n'était qu'à quelques centimètres de sa cible, son bras fut enroulé par des fils fins et bleus. Il ne pouvait plus avancer. La fourmi de soie derrière lui contrôlait la situation. Puis, elle sauta dans les airs, son corps tournant sur lui-même, et tira Mizong vers elle avec un fil de soie, lui donnant un ultime coup de pied rotatif. Bien que Mizong ait bloqué le coup avec son bras blindé, l'énorme impact fit couler du sang de sa bouche et de son nez.
Il fut projeté à plusieurs dizaines de mètres avant de finalement tomber à genoux. La fourmi explosive profita de l'inconscience temporaire de Mi-zong et pointa son canon énergétique vers sa tête. Alors que la charge était presque terminée, Mi-zong reprit soudainement conscience, sentant que la situation était mauvaise, il cria immédiatement aux fourmis de bouger. Les fourmis noires obéirent à l'ordre de Mi-zong et se désintégrèrent rapidement, convergeant vers sa position sous forme de matière noire. Mais à ce moment-là, la charge de la fourmi explosive était déjà terminée. Elle ne tarda pas à appuyer sur la gâchette visant la tête de Mi-zong, mais l'explosion fut dirigée vers le haut du pont. C'était le hérisson qui était arrivé juste à temps pour dévier la trajectoire du tir avec le bâton dans ses mains. Ensuite, il se moqua. « Est-ce les feux d'artifice que vous avez préparés pour m'accueillir » Il agita alors son bâton, repoussant les deux bêtes insectes. Les deux ennemis se regroupèrent, car le capitaine de l'escouade des faucheurs arriva également à cet endroit. « Laissez-moi être votre adversaire, tas de déchets. » La fourmi explosive comprit que cet homme n'était pas à prendre à la légère. Elle sortit une balle de son canon. En voyant la situation, les deux faucheurs sentirent le danger. Avant qu'ils ne puissent réagir, la fourmi explosive lança la balle au sol, libérant une grande quantité de fumée qui enveloppa la zone. La fourmi de soie en profita pour s'envoler, emportant la fourmi explosive avec elle. Le hérisson ne put s'empêcher de se plaindre, ces bêtes insectes volantes sont vraiment répugnantes. Le capitaine resta figé sur place, embarrassé mais heureux d'avoir attrapé la fourmi noire. Cependant, lorsque les deux s'approchèrent pour capturer la fourmi noire, ils découvrirent qu'elle avait également disparu en un clin d'œil. La nuit tombait, et Mi-zong traînait son corps blessé lentement vers la maison s'appuyant contre les murs. La première chose qu'il fit en arrivant fut de demander à sa grand-mère de préparer un grand repas. En le voyant couvert d'ecchymoses, sa grand-mère tout en jetant un coup d'œil curieux demanda « Tu n'as rien mangé aujourd'hui » Mi-zong ne cacha rien. « Je n'ai pas réussi à en attraper aujourd'hui donc je vais manger plus », même s'il savait que cela n'aiderait pas vraiment. Après avoir mangé, Mi-zong retourna dans sa chambre. La première chose qu'il fit fut de se verrouiller à l'intérieur, puis il commença à siffler faiblement, comme s'il affrontait une grande douleur. En retirant son t-shirt, son corps était couvert de points rouges denses. Ces points rouges se propageaient à une vitesse visible à l'œil nu, c'était précisément parce que les fourmis à l'intérieur de lui mangeaient sa chair et son sang. À l'exception des bêtes insectes, la nourriture humaine ne les satisfaisait pas. Pendant ce temps dans une usine abandonnée, une femme mystérieuse en combinaison de protection traînait 3 sacs mortuaires. Elle plaçait les 3 sacs dans un compartiment réfrigéré, et alors qu'elle allait ranger le dernier sac, elle remarqua que la personne à l'intérieur l'appelait à l'aide. Pourtant elle referma le congélateur, peu importe combien la personne criait. Elle ferma impitoyablement la trappe. Ensuite elle se dirigea vers l'entrepôt pour retirer sa combinaison de protection. Il s'agissait de nul autre que Hyojin, la fille cool de la classe de Mi-zong. Hyojin se trouvait aux côtés d'un vieil homme qui se plaignait du fait qu'à cause de l'escouade des faucheurs il n'avait pas pu attraper la fourmi noire, ce qui avait conduit à l'échec de leur alliance avec l'organisation des Vers du Ciel. Comme on pouvait le voir, c'étaient les deux bêtes insectes qui avaient combattu Mi-zong plus tôt dans la journée. Le vieil homme dit alors qu'il voulait augmenter les réserves de nourriture, mais Hyojin rejeta cette idée, elle n'aimait pas faire ce genre de choses. Cependant le vieil homme remarqua soudain que Hyojin portait le même uniforme scolaire que la fourmi noire. « Vous vous connaissez » Hyojin repoussa le bras du vieil homme et nia précipitamment. Le vieil homme répondit « Ce n'est pas grave, tant que vous êtes dans la même école vous aurez l'occasion de le tuer. » Mais Hyojin refusa encore une fois « Ce n'est pas ce que je veux faire. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le vieil homme attrapa Hyojin par le cou, il lui rappela que si elle voulait coopérer avec l'organisation des Vers du Ciel, elle devait tuer la fourmi noire. À ce moment-là, le bruit d'un chien qui aboyait à l'extérieur attira l'attention des deux personnes. En regardant par la fenêtre, ils virent un homme avec un numéro sur lui courir hors de la maison. Le vieil homme se précipita vers la surveillance vidéo et découvrit que l'homme s'était échappé du compartiment réfrigéré. Le vieil homme se retourna vers Hyojin. « As-tu oublié de verrouiller la porte » Hyojin balbutia. « Peut-être. » En entendant cela, la main droite du vieil homme commença à se transformer en insecte se dirigeant vers Hyojin. « Il vaudrait mieux que tu dises la vérité. » Hyojin, voyant la situation, déclara aussitôt qu'elle voulait arrêter et rompre les liens avec le vieil homme, mais ce dernier d'un geste léger, claqua son pouce contre son index. Pendant ce temps, l'homme qui s'enfuyait s'arrêta soudainement, une lueur faible émana de sa poitrine, puis il fut englouti par l'explosion. Le vieil homme leva de nouveau son pouce, et la même lumière apparut sur la poitrine de Hyojin. Avec un regard menaçant, il déclara « Tuer la fourmi noire est un ordre ». Le lendemain à midi, Mi-zong mangeait dans la cafétéria comme un affamé, tandis que Nami à côté de lui remarquait qu'il mangeait plus que d'habitude. Mi-zong était complètement inconscient des regards des autres, essayant désespérément de mettre de la nourriture dans sa bouche. Soudain, ses pupilles se contractèrent et la cuillère tomba par terre, car les fourmis à l'intérieur de lui avaient recommencé à dévorer sa chair et son sang. En voyant le visage mal à l'aise de Mi-zong, Nami ne put s'empêcher de s'inquiéter. Puis, le garçon agaçant avec des lunettes s'approcha et se moqua de Mi-zong. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu un cochon? Une seule personne mange autant ?» Nami à côté, essaya d'aider Mi-zong.
Ils mangent généralement comme 10 personnes, une personne normale ne peut pas manger 10 portions de nourriture. Ou alors, tu n'es pas humain, n'est-ce pas? Les gens autour de lui lancèrent également des regards étranges après avoir entendu cela, y compris Yojin, qui était entré derrière le garçon à lunettes. Ne réalisant pas la gravité de la situation, il continua de se moquer follement de Mi-zong, ignorant que ce dernier était sur le point de perdre la tête. À cet instant, une autre fourmi s'enfonça dans la chair de Mi-zong, ce qui fit trembler son corps, et il attrapa le bavard à lunettes. Ensuite, tel un poulet, il le souleva lentement dans les airs. Juste au moment où Mi-zong s'apprêtait à en finir avec le garçon à lunettes, Nami qui se tenait derrière lui, l'arrêta à temps. Mi-zong qui avait retrouvé ses esprits, le jeta au loin et partit sans se retourner. En un clin d'œil, il courut vers le sommet du bâtiment. À ce moment-là, les fourmis dans son corps se précipitèrent hors de lui de manière incontrôlable. Mi-zong cria de douleur. Les fourmis convergentes formèrent une autre tête, essayant de prendre le contrôle du corps de Mi-zong. À ce moment-là, Yojin qui l'avait suivi, apparut soudainement derrière lui. « Tu veux que tout le monde sache que tu es la fourmi noire ?» dit-elle. « Je ne te veux aucun mal », ajouta-t-elle, tandis que son corps commençait à se transformer en bête. En voyant Yojin se transformer complètement en bête, la faim de Mi-zong devint de plus en plus forte. Son corps se précipita alors de manière incontrôlable vers Yojin. Celle-ci joignit ses mains, et plusieurs fils bleus se condensèrent entre ses doigts. Les deux se retrouvèrent instantanément en lutte l'un contre l'autre. Le combat était sur le point d'éclater. Mi-zong ouvrit lentement les yeux pour découvrir que son corps était couvert de fourmis, ses membres étaient maintenus fermement par 4 énormes fourmis. Alors que Mi-zong continuait de crier de douleur, une fourmi bien plus grande apparut lentement devant lui. Cette gigantesque fourmi pointa ses pinces en direction de sa tête. Juste au moment où elle s'apprêtait à le mordre, une fourmi rouge surgit de nulle part et sauva Mi-zong en un éclair, détruisant toutes les fourmis noires. Quand il se réveilla à nouveau, il se trouva dans son lit, et la douleur dans son corps avait disparu. Tout ce dont il se souvenait, c'était d'avoir rencontré Yojin sur le toit, qui s'était transformé en fourmi de soie. Il apprit de sa grand-mère que c'était Yojin qui l'avait ramené chez lui la veille. Il semblait qu'elle aussi avait été beaucoup blessée. Mi-zong fut un peu confus après avoir entendu cela. Pourquoi Yojin était-elle toujours en vie? Les fourmis en lui n'étaient-elles pas devenues calmes après avoir mangé Yojin? Soudain, Mi-zong se rendit compte de la présence d'une autre bête insectoïde dans la pièce. L'image du vieil homme lui vint à l'esprit, et il ne pouvait plus entendre ce que sa grand-mère lui disait. Le vieil homme demanda à Yojin de sortir avec lui, la blâmant immédiatement pour avoir gâché les choses. Yojin répondit qu'elle avait fait de son mieux, mais le vieux n'était pas satisfait. Il lui ordonna de s'occuper de la fourmi noire le plus rapidement possible. Yojin se mit immédiatement en colère après avoir entendu cela. « Ce type est un monstre. Si tu peux, vas-y toi-même, je ne veux pas mourir, » dit-elle. Le vieil homme en l'entendant, montra une lueur féroce dans ses yeux, mais à ce moment-là, des bruits de pas derrière eux interrompirent leur dispute. Une silhouette sombre émergea lentement de sous le pont, c'était la fourmi noire, qui suivait leurs traces. Les deux étaient sous le choc et activèrent immédiatement leur mode bestial. « Ne me déçois pas cette fois, » dit le vieil homme. Dès qu'il eut terminé, Yojin prit les devants et se précipita en avant. Yojin leva sa jambe droite et frappa Mi-zong de toutes ses forces, mais le coup fut facilement dévié par son adversaire. Pendant ce temps, les fourmis de Mi-zong se rassemblèrent rapidement dans ses mains, un énorme poing s'abattit sur le corps de Yojin. La puissance de ce coup brisa directement l'armure de Yojin, qui étant gravement touché, réalisa clairement que ce type était encore devenu plus fort. Mais Mi-zong ne continua pas à attaquer Yojin, il se dirigea plutôt vers la fourmi explosive qui se tenait à côté. Mais Yojin saisit soudainement le pied de Mi-zong par derrière. « Tu as pitié de moi ?» cria-t-elle en colère à Mi-zong. « Si je ne peux même pas t'attraper, comment pourrais-je me venger de l'organisation du ver céleste ?» À ce moment-là, la fourmi explosive leva lentement le pouce. « Tu as vraiment l'air d'un insecte pathétique maintenant, » dit-il. Yojin paniqua en voyant la fourmi explosive se préparer à agir, et elle lui cria d'arrêter. La fourmi explosive, voyant que Yojin ne lui était plus d'aucune utilité, lui révéla la vérité. « Tu penses vraiment que je vais t'aider à te venger? J'ai tout fait pour pouvoir rejoindre l'organisation du ver céleste. » En apprenant la vérité, Yojin entra dans une rage folle. « J'ai fait tant de choses sales pour toi, et au final, je dois mourir ainsi, pleine de ressentiment ?» La fourmi explosive n'avait plus envie d'écouter ses jérémiades, et il s'apprêta à appuyer sur son détonateur, mais elle disparut soudainement de l'endroit où elle se trouvait. La fourmi explosive ne pouvait plus voir la position de Mi-zong. Mais soudain, une explosion retentit à côté de Yojin, une ombre noire traversa rapidement la zone et se dirigea vers la fourmi explosive. Ce dernier laissa échapper un ricanement. « Tu ne pourras pas t'échapper de mon champ de mine thermique, » dit-il, mais bientôt il ne put plus arrêter de rire, parce que l'impact de l'explosion ne pouvait pas rattraper la vitesse de Mi-zong. La fourmi explosive réalisa que la situation était mauvaise et tira un boulet de canon sur Mi-zong, mais celui-ci esquiva facilement l'attaque. Ensuite, la fourmi explosive se prépara à appuyer sur ses pouces. Il essaya d'attirer l'attention de Mi-zong en faisant exploser la bombe sur le corps de Yojin, mais avant qu'il ne puisse réagir, Mi-zong attrapa son bras.
Lorsqu'il essaya d'appuyer, il se rendit compte que son corps était hors de contrôle parce que Mi-zong lui avait arraché la tête. Quand Hyojin vit Mi-zong à nouveau, elle découvrit qu'il avait évolué en une toute nouvelle forme. Elle fut également choquée par la puissance de Mi-zong. La fourmi explosive qu'il avait jusque-là maîtrisée avait ainsi été éliminée par lui. Mi-zong regarda son corps en réfléchissant. Puis il donna l'ordre aux fourmis de le manger. Après avoir dit cela, Mi-zong reprit lentement possession de son corps. Les fourmis qui n'avaient pas mangé la bête insectoïde depuis 2 jours, commencèrent à ronger le cadavre de la fourmi explosive comme des folles. Les yeux de Hyojin s'écarquillèrent de peur devant cette scène cruelle. À ce moment-là, Mi-zong vint également à ses côtés et la regarda indifféremment. Hyojin ferma les yeux et attendit la mort, mais Mi-zong ne l'attaqua pas et passa juste à côté d'elle. Hyojin cependant, n'était pas heureuse, mais en colère. « Pourquoi ne me tues-tu pas? Tu veux combattre l'organisation du Ver Céleste autant que moi ?» cria-t-elle. Mi-zong s'arrêta et se retourna avant de demander d'un ton léger « Quelle incompréhension avons-nous eue sur le toit ?» Hyojin fut un peu déconcerté par la question « Tu as vraiment oublié ?» À ce moment-là, nous étions en duel sur le toit, et tu m'as rapidement mis à terre. À ce moment-là, Mi-zong réprimait frénétiquement le désir de la fourmi noire de se nourrir, mais celui-ci se libéra et se précipita vers Hyojin. Et dans ce moment critique, Mi-zong attrapa la fourmi noire par le cou juste à temps. « Stop, ceci n'est pas comestible, dit-il. Cela ressemble à de la nourriture, mais tu ne peux pas manger. » La fourmi noire tourna la tête en colère, puis ouvrit la bouche. Par chance, Hyojin parvint à contrôler la fourmi noire qui voulait dévorer Mi-zong. Mais Hyojin savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps. C'est alors qu'une des fourmis dans le corps de Mi-zong muta. Avec un cri de Mi-zong, la gigantesque fourmi noire disparut instantanément. Mi-zong s'évanouit également. Juste au moment où Hyojin se demandait s'il fallait tuer Mi-zong ou non, elle pensa soudain que ce gars pourrait être capable de combattre l'organisation des insectes. Mi-zong fut ensuite renvoyé chez lui après ce qui venait de se passer. Mi-zong en était convaincu, et Hyojin tenta de le rallier pour affronter l'organisation du Ver Céleste. « Tu viens juste d'éliminer la fourmi explosive, donc la chaîne d'approvisionnement des réserves alimentaires du Ver Céleste a été coupée. Quand cela arrivera, ce ne sera pas seulement toi, mais aussi tes amis et ta famille qui seront en danger. Les chances sont meilleures si nous travaillons ensemble, dit Hyojin. » Mi-zong s'avança et interrompit la conversation de Hyojin. Il attrapa ensuite Hyojin avec sa paume couverte de fourmis. « Tu es juste incapable, tu cherches un protecteur, mais je ne suis pas comme toi. Tant que ces types viendront, je les mangerai tous. » Après avoir dit cela, Mi-zong attrapa Hyojin par le cou, et d'innombrables fourmis s'enfoncèrent dans sa bouche. Après un long moment, Hyojin ouvrit lentement les yeux. Il s'avéra que Mi-zong avait fait cela uniquement pour l'aider à se débarrasser de la bombe dans son corps. Le lendemain, l'équipe des faucheurs scella le site de l'accident, juste au moment où les inspecteurs ramassaient les membres prosthétiques laissés par la fourmi explosive. Soudain, une petite pilule tomba. Avant que l'inspecteur ne puisse voir de quoi il s'agissait, une personne étrange dehors tenta de s'introduire de force. Longcheveux vit cela et retint l'homme en le plaquant. Il lui ordonna de partir, mais l'homme leva simplement la main et coupa l'un des bras de Longcheveux. Ce dernier poussa instantanément un cri déchirant, réalisant que quelque chose n'allait pas. Tout le monde dégaina ses armes, prêt à se battre. Non seulement l'intrus n'était pas nerveux, mais il afficha un sourire excité. Il tua un membre de l'équipe des faucheurs d'un seul coup de poing. En un clin d'œil, il ne restait plus que l'inspecteur, mais il ne put échapper aux griffes de l'homme. Finalement, l'homme ramassa la capsule au sol, puis il composa un numéro de téléphone. Récupération de l'échantillon complète. En y regardant de plus près, l'échantillon était un œuf de verre. Pendant ce temps, Mi-zong assistait à son cours comme d'habitude, et Hyojin utilisa son pouvoir de fil de soie pour envoyer une note. Le billet passa devant les yeux de Nami et atterrit dans les mains de Mi-zong. Le message disait « Rendez-vous en bas après le cours ». Bientôt, les deux se retrouvèrent comme prévu. En voyant son air espiègle, Hyojin ne put s'empêcher de taquiner « C'est ta première fois à parler à une fille comme ça ?» Mi-zong ne répondit pas et lui demanda directement quel était le but de sa visite. Hyojin voulait simplement le remercier de ne pas l'avoir tué. Ensuite, elle invita à nouveau Mi-zong à combattre l'organisation du Ver Céleste. Mais Mi-zong lui dit de ne pas se méprendre « Tu n'es qu'une réserve de nourriture. Je pourrais te manger à tout moment. » Après avoir dit cela, il était prêt à lui arracher le pansement. Bien que Hyojin tremblât de peur, elle rappela quand même à Mi-zong « As-tu oublié ce que j'ai dit? Tu es déjà une cible de l'organisation du Ver Céleste, je vais t'aider. » Mi-zong ne voulait plus entendre ces paroles et la repoussa simplement. Il ne savait pas que tout cela était observé par Nami depuis l'étage. Elle ne savait pas quand ces deux-là avaient commencé à se voir, mais à ses yeux, ils semblaient flirter. Cela rendit Nami un peu jalouse. Du côté de l'équipe des faucheurs, pour améliorer la capacité de survie de l'équipe, ils développèrent des mechas pour combattre les bêtes insectes. Le sujet de test pour ces mechas était le hérisson de l'équipe, qui devait effectuer des tests plus précis. Le capitaine informa le hérisson qu'il ne pouvait pas utiliser son arme habituelle. Le hérisson, habitué à manier un long bâton, vit le sabre laser et afficha un air de dégoût. À ce moment-là, son adversaire apparut de l'autre côté,
mais le tonton semblait malade et sans grande force. Cependant, en apprenant qu'il pouvait tuer son adversaire, il devint immédiatement excité. En un clin d'œil, le mec disparut avant que le hérisson n'ait le temps de réagir. Ce dernier, sous l'apparence d'une bête insectoïde, s'était approché de lui. Le hérisson bloqua précipitamment et se servit de sa force pour se dégager. N'ayant subi aucun dommage notable, le hérisson se réjouit. Cependant, la bête insectoïde tournait maintenant autour du hérisson à 300 km/h. Lorsque le moment fut propice, la bête insectoïde lança un coup de poing sur le hérisson. Bien que le hérisson bloquât le coup terrifiant, l'armure de son bras se fissura. Mais grâce à ses années d'expérience en combat, le hérisson contre-attaqua et repoussa la bête insectoïde d'un coup de pied puissant. Cependant, le bras du hérisson était maintenant cassé. Voyant cela, la bête insectoïde se rua sur lui avec excitation. À ce moment-là, le hérisson avait perdu toute capacité de combattre, il demanda désespérément de l'aide de l'extérieur, mais avant de finir sa phrase, la bête insectoïde l'attrapa par le cou. Le hérisson se débattit frénétiquement. Allait-il mourir dans ce laboratoire? Soudain, un courant électrique énorme électrisa la bête insectoïde, qui hurla de douleur avant de perdre connaissance. En réalité, en situation de danger de mort, le méca envoie une décharge électrique de 100 000 volts pour neutraliser l'ennemi. Par la suite, la bête insectoïde fut à nouveau traînée hors de la salle par des gardes. Alors qu'elle quittait les lieux, elle se retourna pour narguer le hérisson. « La prochaine fois, je te tuerai », ce qui l'irrita au plus haut point. Après la bataille, le capitaine quitta également les lieux et se rendit aux archives. Là, il découvrit des informations sur le chef de l'organisation du Ver Céleste, Kijima. À ce moment-là, Hyojin travaillait avec Mi-zong, révélant finalement son véritable objectif. En fait, sa cible n'était pas l'organisation du Ver Céleste, mais leur leader, Kijima. En entendant ce nom, Mi-zong s'énerva soudainement, son visage rempli de colère et de ressentiment, car Kijima était celui qui avait tué sa mère. Il était également celui qui avait brisé la famille de Hyojin. Le jour où l'école se termina, Hyojin suivit à nouveau Mi-zong. Elle lui proposa d'aller bouffer de la viande pour célébrer leur partenariat. Cependant, Mi-zong entendant cela pensait qu'elle l'invitait à bouffer des humains. Elle lui affirma qu'elle ne mangeait pas des humains. « Je ne sais pas si c'est parce que je suis un papillon de soie, mais je n'ai pas envie de viande humaine, dit-elle avec calme. À ce moment-là, la fourmi ne l'écoutait plus, Mi-zong lui dit de se dépêcher. Ensuite, ils se rendirent dans un restaurant de barbecue à volonté. Habituellement seul, Mi-zong ne mangeait que des insectes et des plats déjà préparés. En voyant la viande crue devant lui, il demanda s'il pouvait déjà manger, mais Hyojin impuissante, lui a dit d'attendre encore un peu. À ce moment-là, le gérant et les serveurs les observaient, se demandant comment ces deux étudiants pouvaient commander autant de viande. « Si vous ne finissez pas tout, vous devrez payer une amende », leur ont-ils rappelé alors qu'ils discutaient tranquillement. Mais Mi-zong avait déjà commencé à manger. En voyant Mi-zong se contenter de la viande, Hyojin ne put s'empêcher de soupirer. « Tu dois manger les légumes et la viande ensemble, pas seulement la viande. » En observant Mi-zong dévorer sa nourriture avec une voracité peu commune, le gérant était également stupéfait. Puis, Hyojin demanda à Mi-zong comment il connaissait Kijima, mais Mi-zong éluda la question sans vraiment répondre. Cependant, Hyojin finit par confier à Mi-zong que ses proches avaient été tués par Kijima. Pourtant, Mi-zong, trop absorbé par son repas, semblait ne pas écouter. Résigné, Hyojin demanda encore du service pour plus de viande, alors que le gérant en sueur constatait que ces deux-là étaient en train de manger tous ses bénéfices du mois. Une fois rassasiés, les deux étudiants semblaient de bien meilleure humeur. Mi-zong avant de partir, prit note du nom du restaurant. Ensuite, Hyojin alla acheter une glace, et en lui demandant quel parfum il voulait, elle remarqua à nouveau ce regard familier chez Mi-zong. Mi-zong ressentit une sensation familière. Il observa attentivement les passants autour de lui, fixant finalement son regard sur un couple. L'un des hommes était une bête insecte déguisée parmi les humains. Hyojin, qui venait d'acheter une glace, remarqua l'air étrange de Mi-zong. Elle apprit de la bouche de Mi-zong que l'homme en face d'eux était une bête insecte. Pendant ce temps, Nami se rendit à l'hôpital pour rendre visite à Sejin, mais cette dernière ne voulait pas être vue dans son état actuel et renvoya Nami immédiatement. Cependant, alors que Nami s'apprêtait à quitter l'hôpital, une infirmière passa devant elle. Nami ne put s'empêcher de la regarder à 2 reprises, émerveillée par sa beauté. Peu après, dans la chambre, Sejin remarqua quelqu'un entrer. Pensant que c'était Nami, elle cria immédiatement une réprimande. Mais quand cette personne s'approcha, c'était la même infirmière qui était passée plus tôt. « Veux-tu être encore plus belle qu'avant ? Je peux t'aider. » Après ces mots, elle cracha un œuf de verre jaune de sa bouche. En y regardant de plus près, on remarqua que c'était le même œuf que celui laissé par la fourmi explosive. « Tu veux aussi te débarrasser de ceux qui t'ennuient, n'est-ce pas ? Je vais t'aider à réaliser ton souhait. » Puis, l'œuf fut envoyé dans la bouche de Sejin. Le corps de Sejin trembla soudainement, et la femme s'extasia en voyant le changement en elle. Une douleur aiguë surgit du corps de Sejin, la faisant hurler de douleur. Voyant le visage de Sejin, la femme devint également très excitée. De l'autre côté, la bête insecte avait emmené la jeune fille à la piscine et la poussa dans l'eau alors qu'elle était encore insouciante.
Lorsque la jeune fille refit surface, son petit ami avait disparu. Elle ne savait pas que des yeux l'observaient sous l'eau, c'était son petit ami, qui avait plongé à un moment donné. À ce moment-là, l'homme afficha un sourire inquiétant, puis saisit soudainement le pied de la jeune fille et la projeta avec force. La tête de la jeune fille heurta violemment le fond de l'eau, et elle perdit connaissance. L'homme observa son corps flotter à la surface et se plaignit, c'est vraiment une galère de chasser tous les jours. Ensuite, il ouvrit grand la bouche, prêt à dévorer la jeune fille, mais à ce moment-là, une fourmi se mit à ramper sur son visage. L'homme se retourna et vit que Mi-zong, qui s'était transformé en fourmi noire, était arrivé sur les lieux. Mi-zong brisa la vitre d'un coup de poing, puis il envoya un coup de pied puissant dans le ventre de l'homme. Ce coup l'envoya directement contre le mur, mais l'homme fit comme si de rien n'était, se releva et frappa Mi-zong en retour. Mi-zong encaissa le coup. Profitant de ce moment, Hyojin avait déjà tissé ses fils comme des pièges à insectes. En un éclair, plusieurs fils à soie enveloppèrent l'homme, le transformant en une sorte de cocon. Hyojin sortit ensuite la fille de l'eau, heureusement, elle n'était que dans les vapes et sa vie n'était pas en danger. Après avoir installé la fille en sécurité, Hyojin revint aux côtés de Mi-zong. À ce moment-là, l'homme n'était absolument pas effrayé et demanda pourquoi les deux les dérangeaient pendant leur repas. « Vous en avez marre de vivre, c'est ça? Savez-vous qui je suis ?» Mi-zong répondit qu'il s'en moquait. « Tu n'es que de la nourriture pour moi. » Alors qu'il s'apprêtait à le dévorer, Hyojin l'arrêta, elle pensait pouvoir obtenir des informations de cet homme. Ce dernier reconnut alors Mi-zong. « Oh, je vois que tu es le fameux chasseur fourmi noir. Je ne savais pas que tu avais une complice, mais tu n'as pas les capacités pour me tuer. » Sur ces mots, l'homme commença à se transformer en bête. Hyojin était confiante dans la solidité de ses fils de soie, mais à ce moment-là, l'homme avait terminé sa spécialisation, et les fils commencèrent à se désagréger sous l'effet de la lumière. L'aura qui émanait de l'homme surprit Mi-zong. « Écarte-toi. » Mais l'avertissement de Mi-zong arriva trop tard. Des lames d'air compressées jaillirent du corps de Sigma, et Hyojin fut trop lente pour l'esquiver. Elle fut touchée à l'épaule, tandis que Mi-zong bloqua de justesse le coup avec l'armure dure de la fourmi noire. En un instant, la pièce fut marquée de profondes entailles laissées par les lames d'air chaudes. Une autre voix retentit alors à leurs oreilles. « Vous pourriez peut-être intimider des bêtes insectes ordinaires, mais je suis un membre de l'organisation du Ver Céleste, vous n'avez vraiment pas peur de mourir? Je suis Sigma, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours essayer de nouveau. » Les deux protagonistes préparèrent leurs armes et attaquèrent Sigma ensemble, mais leurs meilleures attaques furent facilement contrées. Sigma balaya l'eau avec sa main, laissant plusieurs traînées d'ombre derrière lui. Puis, en une fraction de seconde, il se retrouva derrière eux, émettant une aura de lame qui transperça leur corps. Gravement blessé, Mi-zong s'effondra au sol. Sigma vit là une opportunité et visa sa lame de main directement vers Mi-zong. Heureusement, Hyojin réagit à temps et prit un risque pour sauver Mi-zong. Ils réalisèrent alors que ce lieu, la piscine, était le terrain de jeu de Sigma. S'approcher signifiait une attaque inévitable. Tandis que Hyojin cherchait un plan pour contrer ce monstre, Mi-zong lui murmura de recouvrir toute la piscine de ses fils de soie. Bien que Hyojin ne comprit pas immédiatement, elle obéit. Utilisant les fils de soie comme point de relais, Mi-zong s'élança vers Sigma, se transformant à nouveau en une fourmi rouge pour tenter de le vaincre. Mi-zong arriva devant Sigma et tenta de l'attaquer, mais Sigma coupa un de ses tentacules avant même qu'il n'ait pu réagir. Mi-zong répliqua, mais ses coups furent esquivés avec aisance. Au fur et à mesure que le combat s'intensifiait, le corps de Mi-zong changeait progressivement de couleur, devenant de plus en plus rapide, il parvint finalement à frapper Sigma au visage, puis enchaîna avec un autre coup sur son bras gauche, puis le bras droit. Mais Sigma sortit alors deux nouvelles armes encore plus puissantes de ses mains. Tandis que Mi-zong tentait de saisir cette opportunité pour vaincre son adversaire, une épée trancha l'armure de son visage. Les jambes de Sigma se fusionnèrent avec son épée de main, décuplant sa puissance. En un instant, il se retrouva derrière Mi-zong et lança une attaque en croix, brisant son armure, et le sang jaillit de ses blessures. Sigma pensa avoir remporté la victoire, mais il réalisa trop tard que des fils de soie bleue entouraient son arme. Hyojin derrière lui, tirait sur ses fils tout en frappant Sigma violemment avec son genou dans son dos. Le coup détruisit l'armure faciale de Sigma, mais Hyojin fut transpercé par une lame lumineuse apparue soudainement. Malgré la douleur intense, elle continua de manipuler les fils de soie, forçant Sigma à lever son couteau dans les airs. Mi-zong en profita pour bondir et planter violemment son arme dans la poitrine de Sigma. Ce n'était cependant pas suffisant pour le tuer. Sigma tenta une dernière attaque avec une autre lame, forçant Mi-zong à bloquer avec son bras. Alors que la lame s'enfonçait dans son bras, Mi-zong envoya une armée de fourmis attaquer la plaie ouverte de Sigma. Celui-ci hurla de douleur tandis que les fourmis le dévoraient vivant. Mais juste avant la mort de Sigma, un nouvel intrus apparut. Avant que Mi-zong ne puisse réagir, il fut frappé en plein visage et projeté contre un mur, perdant connaissance. Hyojin flottait à la surface de l'eau, également inconsciente. L'homme qui venait d'arriver était le même qui avait attaqué l'équipe des faucheurs plus tôt. Il ramassa le corps de Sigma sans continuer son attaque sur Mi-zong. Avant de partir, il lança une carte en direction de Mi-zong. Sur la carte, il était inscrit « 6 de trèfle ».
Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Sejin, qui avait été transformée en une bête insecte, était en pleine chasse pour la première fois. La viande fraîche de l'autre côté de la rue l'attendait depuis longtemps. Voyant Sejin venir vers lui, la viande fraîche paraissait encore timide et belle. « Je connais un joli motel dans le coin, est-ce que je peux t'emmener y jouer ?» entendit Sejin de la part du bel homme. Sejin répondit en souriant malicieusement. « Oh, tu es vraiment un vilain garçon. » Tout en parlant, Sejin retira son masque. La viande fraîche fut soudainement prise d'un léger frisson. À l'intérieur, Sejin profita de l'occasion pour se mettre sur la pointe des pieds et l'embrassa directement. Ce bonheur arriva un peu trop soudainement, mais au moment suivant, les yeux du garçon s'écarquillèrent. Sa peau commença à se dessécher rapidement, à un rythme visible à l'œil nu, jusqu'à ce que Sejin ait absorbé chaque dernière goutte avant de le relâcher. Le garçon qui s'effondra au sol ne respirait visiblement plus à cet instant. Une autre belle femme entra dans la ruelle. C'était celle qui avait donné les œufs de verre à Sejin. Elle serra Sejin contre elle, comme pour montrer que celle-ci était son jouet. « Ma chérie, comment te sens-tu après la première chasse ?»« Pas mal, le goût est exquis », répondit Sejin en se léchant les lèvres. Pendant ce temps, dans un métro en marche rapide, un homme d'un certain âge, avec une expression très étrange, marmonnait quelque chose pour lui-même, attirant des regards curieux de la part de la foule. À cet instant, l'homme ouvrit soudainement grand sa bouche, révélant un œsophage aux dents acérées. Les quelques personnes devant lui furent empalées comme des brochettes. Cette scène provoqua immédiatement la panique parmi la foule. À ce moment, le tonton se transforma en faucheuse et continua à faucher les vies des passagers du wagon. Il ne fallut pas longtemps pour que les cris dans la voiture cessent. Seul le tonton se tordait encore, grotesquement. D'un autre côté, Nami se rendait maintenant à l'école. Soudain, elle remarqua une silhouette familière devant elle. C'était son béguin, Mi-zong, alors elle se précipita pour lui dire bonjour. « Bonjour Mi-zong » lança-t-elle, mais lorsqu'elle vit le visage de Mi-zong, elle fut stupéfaite. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mi-zong ne put qu'expliquer. C'est à cause d'une bagarre avec d'autres personnes. Il ne pouvait pas lui dire qu'il s'était fait tabasser par une bête insecte hier, n'est-ce pas? Juste après être retourné en classe, Nami vit Sejin. Nami était tellement contente qu'elle lui sauta dessus. Voyant sa meilleure amie rétablie, elle était si excitée qu'elle se mit à pleurer. « Je ne t'ai pas vue à l'hôpital la dernière fois, tu sais à quel point j'étais inquiète ?»« Désolée, Nami, je ne voulais pas que les gens voient mes cheveux dans cet état. » Les deux filles parlaient et riaient, comme si elles étaient revenues au tout début, mais soudain, un visiteur inattendu interrompit leur conversation. C'était le type à lunettes qui avait blessé Sejin. Non seulement il ne s'excusa pas pour ce qu'il avait fait à Sejin, mais il continua à se moquer des cicatrices de Sejin, les trouvant horribles. « Ta tête est tellement laide, dit-il, ce qui mit instantanément Sejin en rage. Elle avait envie de le dévorer sur le champ, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Nami lui asséna un coup de poing en premier. Nami, habituellement si douce, criait maintenant sur le garçon à lunettes. « Si ce n'était pas à cause de ta soif de vie ou de mort, est-ce que Sejin serait devenue comme elle est maintenant ?» Grâce à l'aide de Nami, cela tempéra la colère de Sejin. Le garçon à lunettes finit par s'excuser, mais il y avait clairement du ressentiment en lui. « Vous allez me le payer, dit-il. » Mi-zong perçut également la différence dans la colère de Sejin. À ce moment-là, ce n'était clairement pas une odeur humaine. De l'autre côté du train, le tonton meurtrier s'était complètement transformé en un ver géant de chair. À ce moment, l'homme avec le logo des faucheurs sur ses vêtements entra dans le wagon. Cet homme était le frère de l'équipe des faucheurs, Jacques, et entrant par la porte principale se trouvait son grand frère, Jesse. Leur arrivée provoqua immédiatement le mécontentement de la bête insecte. Les deux hommes encerclèrent la bête insecte. « Le docteur nous a dit de ramener ça pour des recherches, fais attention à ne pas le casser », dit l'un d'eux. Cette déclaration mit instantanément en colère le ver géant, qui ouvrit sa bouche en direction de Jacques. Mais avant qu'il ne puisse crier, Jacques le poignarda plusieurs fois dans le corps. « Je t'ai prévenu de ne pas le casser », dit-il. Mais avant que Jesse puisse finir sa phrase, il fut tabassé par la queue du ver géant, ce qui le projeta sur un coin du wagon. La bête insecte profita de cette opportunité pour appuyer sa queue sur Jacques avec force. « Je ne peux pas être écrasé avec cette seule force, tu n'es même pas proche de la force de mon grand frère, dit Jacques. Après avoir dit cela, le ver géant tout entier fut soulevé dans les airs. Jesse profita de l'occasion pour trancher le ver géant en deux. Alors que les deux frères s'apprêtaient à emballer le ver géant pour l'emmener, un petit ver sortit du cadavre du ver géant. Le petit ver leva les yeux vers Jesse, puis son corps se précipita vers la tête de Jesse comme une balle. Voyant son frère trembler, Jacques demanda rapidement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La seconde suivante, Jesse agissait comme si de rien n'était, mais quelque chose d'étrange semblait nager à l'intérieur de sa tête. Après les cours, Nami et Sejin décidèrent d'aller manger du kimchi ensemble, mais en cours de route, Sejin reçut un message. Elle inventa une excuse, disant qu'elle devait partir en premier. Nami à contre-cœur, dit que ce n'était pas grave et qu'ils pourraient se revoir demain. Mais alors que Sejin partait, Mi-zong la fixa du regard en réfléchissant. Puis il se prépara à rentrer chez lui avec Nami. Mais Nami se souvint soudain que les devoirs de Sejin étaient encore dans son sac d'école.
Le professeur va vérifier les devoirs demain, se dit-elle. Elle dit alors au revoir à Mi-zong et s'apprêtait à livrer les devoirs à Se-jin, mais soudain Mi-zong lui prit la main. « C'est dangereux. N'y va pas, dit-il. » Les paroles de Mi-zong laissèrent Nami un peu perplexe. « Je veux dire, Se-jin vient juste de sortir de l'hôpital, le professeur comprendra. » D'un autre côté, Se-jin rencontra la personne qui lui avait envoyé le message. Elle se lécha les lèvres, comme si elle avait vu sa proie. Ensuite, elle monta dans la voiture de l'homme. Cette scène fut observée de loin par le garçon à lunettes. Les deux semblaient ne pas avoir une relation normale, ce qui fit sourire le garçon à lunettes de manière malicieuse. Hyojin se reposait chez elle après son dernier affrontement avec Mi-zong. Pour découvrir qui était le leader de l'organisation du Ver Céleste, Kijima, elle décida de s'y attaquer d'ici la fin de la nuit. Elle se promenait dans le marché de nuit, habillée dans un costume stylé. Elle ne pensait pas que l'adresse indiquée sur la carte rouge mènerait à une boîte de nuit. En voyant la longue file d'attente à la porte, elle devina que cet endroit était extrêmement populaire. Elle voulut contacter un allié pour enquêter, mais on lui refusa l'accès. Alors qu'elle était ennuyée, un homme apparut soudainement derrière elle et l'interpella. « Beauté fatale, tu es seule. Ton dos m'a l'air familier. » Hyojin trouva également que la voix de cet homme lui semblait familière. Elle se retourna curieusement et découvrit qu'il s'agissait de la même personne avec qui elle s'était battue avec Mi-zong. Sigma l'ombre d'acier vert, l'avait suivie dans la boîte de nuit, qu'elle trouva très animée, avec de jeunes et belles femmes. L'atmosphère n'était pas désagréable. Mais Hyojin savait qu'il y avait plus dans cet endroit que ce qu'on pouvait voir. Alors elle sortit la carte rouge qu'elle avait autour du cou. « J'ai été invitée à venir ici, vous n'allez pas juste me montrer ce spectacle, n'est-ce pas ?» Sigma vit la carte comme si elle s'y attendait. « Dans ce cas, je vais te montrer quelque chose d'excitant. » Les deux traversèrent un couloir pour arriver à l'entrée d'un ascenseur. La carte rouge servait à activer l'ascenseur, et seuls les clients VIP pouvaient posséder de telles cartes. Peu après, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement, et Hyojin fut encore plus choqué par la situation à l'intérieur, car des bêtes insectes et des humains se mélangeaient ici. Sous les gradins, il y avait un colisée rectangulaire. Des humains et des bêtes insectes se battaient dans l'arène, tandis que les spectateurs hurlaient frénétiquement. Bientôt, la bête insecte fut tuée par plusieurs humains, mais juste après, une autre bête insecte géante apparut devant la foule. La créature rugit avec horreur, puis elle leva une patte et écrasa plusieurs humains au sol. Voyant les humains et les bêtes insectes célébrer ensemble dans les gradins, Hyojin ne comprenait pas pourquoi les deux espèces pouvaient cohabiter ainsi. Sigma semblait percevoir la confusion de Hyojin. « Tu en sais trop peu sur les humains, ils feront tout pour obtenir du pouvoir et de la richesse. » À ce moment-là, une bête insecte rouge s'approcha discrètement du gros insecte et le transperça de part en part. Hyojin ne comprenait pas l'intérêt de cette violence. Sigma expliqua. Cela procure non seulement du plaisir et de l'excitation, mais le plus important est que cela donne une chance de devenir membre de l'organisation du Ver Céleste. Sur ce, Igma sortit un œuf d'insecte jaune et demanda à Hyojin si elle était intéressée à l'essayer. Hyojin accepta son offre. Alors qu'elle examinait l'œuf et demandait comment l'utiliser, Igma fut appelé par une autre bête insecte qui venait d'arriver. « Sigma, le boss t'attend depuis longtemps dans la salle privée. » Sigma se retourna, pensant demander à Hyojin d'attendre ici un moment, mais Hyojin utilisa un prétexte de maux de ventre pour prendre l'ascenseur et partir. Ce n'est qu'une fois les portes de l'ascenseur fermées que le cœur de Hyojin se calma. « Fichu Mi-zong, il m'a planté », pensa-t-elle. La bête insecte lui rappela encore quelque chose, mais Sigma impatient, lui coupa la tête d'un geste dédaigneux. Le lendemain matin, Hyojin arriva à l'école. Elle était furieuse contre Mi-zong qui prenait tout à la légère, alors elle lui donna un coup de pied et dit en le frappant « Tu sais ce que j'ai traversé hier soir ?» Après avoir appris que Hyojin avait obtenu des informations utiles, Mi-zong lui fit un signe de pouce levé. À ce moment, la classe chuchotait à propos de quelque chose. Lorsque Se-jin entra dans la salle, les murmures se firent plus forts. Tout le monde la regardait avec dégoût, entendant les obscénités de ses camarades. Nami demanda « De quoi parlez-vous » C'est alors que le garçon à lunettes agaçant réapparut. Il dit qu'il avait posté une vidéo sur le réseau du campus. Il montra ensuite la vidéo aux deux femmes. Elle montrait Se-jin et un homme plus âgé entrant dans un hôtel. Le garçon à lunettes fit alors une grimace de dégoût. « Tu as trouvé ce raccourci parce que tu ne pouvais pas réussir comme stagiaire dans l'industrie musicale, hein ?» En voyant l'expression du garçon à lunettes, Hyojin avait envie de le frapper de nouveau. À ce moment-là, Mi-zong sentit encore une odeur familière, et cette fois il y avait définitivement du danger. Nami était aussi très en colère, elle ne put finalement plus se contrôler et lança son poing contre le garçon à lunettes, mais Se-jin l'arrêta. « Nami, merci, tu seras toujours ma meilleure amie. » Après avoir dit cela, elle joignit ses mains et demanda à régler ça toute seule. Cette fois, Nami fut poussée hors de la porte. Le garçon à lunettes qui ignorait le danger imminent, continuait à se moquer de Se-jin. Je ne m'attendais pas à ce que Se-jin éclate de rire, comme une folle. Après avoir entendu cela, elle dit « J'espérais te garder en vie encore un moment, mais puisque tu cherches la mort ?» Les deux hommes, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, n'avaient même pas remarqué le danger.
L'un d'eux s'approcha même audacieusement et demanda « Combien tu peux en faire à la fois ?» J'ai économisé beaucoup d'argent avec les livraisons, voyons si tu peux. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il remarqua alors les tendons exposés sur son cou. À ce moment-là, Sejin tourna soudainement la tête, 5 grands yeux terrifiants le fixaient en même temps. Insulté à nouveau, Sejin cessa de se cacher, révélant son véritable visage devant ses camarades de classe. Le garçon qui flirtait avec Sejin s'arrêta brusquement. Sejin regarda furieusement le garçon devant elle, puis, d'un simple coup de poing, il fut envoyé valser. Les autres voyant cela, se précipitèrent frénétiquement vers la fenêtre, et Sejin leva lentement la main. Soudain, ses bras s'étirèrent de plusieurs mètres, comme ceux de Luffy, bloquant directement le chemin de ses camarades. La porte en bois fut également verrouillée par une chaise et ne pouvait pas s'ouvrir. Entendant le bruit de chaos à l'intérieur, Nami ne put s'empêcher de se sentir confuse. Les tables et les chaises dans la pièce bloquèrent également fermement l'autre porte. Hyojin tenta de se transformer, mais fut arrêté par Mi-zong car cela aurait été trop flagrant ici. Sejin aperçut le garçon à lunettes sortir son téléphone pour essayer d'appeler la police. Elle hurla « Ramène tes fesses ici !» Le garçon à lunettes terrifié se cacha dans la foule, n'osant plus émettre un son. Les élèves firent tous un pas en arrière à cette vue, laissant le garçon à lunettes seul sur place. Sejin tendit à nouveau le bras et attrapa le garçon à lunettes par le cou. « Tout ça, c'est ta faute. Pourquoi piétines-tu mes rêves et m'as fait devenir comme ça ?» Sejin ouvrit grand la bouche, révélant son œsophage transformé. La seconde suivante, l'œsophage se trouvait juste devant le visage du garçon à lunettes. Alors qu'elle était sur le point de le dévorer, une voix forte interrompit Sejin dans son attaque. À ce moment-là, Mi-zong sortit de la foule et tenta de persuader gentiment Sejin de s'arrêter. « Si tu tues le garçon à lunettes maintenant, que pensera Nami quand elle verra ça? N'est-elle pas ta meilleure amie ?» À ce moment, la voix de Nami résonna de l'autre côté de la porte. « Sejin, ça va? Ouvre la porte. » Le garçon à lunettes pensa qu'il était trop tard pour supplier. Alors il hurla frénétiquement à ses camarades une nouvelle fois, « Dépêchez-vous de contacter le département des faucheurs pour moi. » Mais personne ne voulait prendre cette responsabilité. Cela poussa le garçon à lunettes à injurier la foule. Tout le monde le regardait froidement, sans vouloir l'aider. C'est alors que Sejin s'adressa soudainement à Mi-zong. « S'il te plaît, accorde-moi un moment, ne demande pas encore de renfort. » Sur ces mots, elle plaqua violemment le garçon à lunettes contre le mur. « Écoute-moi bien, tu l'as cherché. » Sejin fouilla dans son sac et en sortit une poignée de jaune. Puis elle ouvrit la bouche du garçon à lunettes. « Te tuer directement ne résoudra pas ma haine, je vais te faire ressentir la même douleur que moi. » Le garçon à lunettes comprit que ce que tenait Sejin n'était sûrement pas bon signe, mais peu n'importe ses efforts pour se débattre, sa bouche s'ouvrait de plus en plus. Finalement, il ne put qu'observer impuissant, les œufs tomber dans sa bouche. Le garçon à lunettes, après avoir avalé les œufs, réagit immédiatement. Son corps se mit à se tordre et à se contorsionner. Ses vêtements se déchiraient lentement, et son cou s'allongeait de plus en plus, son visage changeait à une vitesse visible à l'œil nu. C'est à ce moment que Hyojin se souvint de quelque chose, les œufs que venait d'avaler le garçon à lunettes étaient les mêmes que ceux que Sigma lui avait donnés. En regardant le garçon à lunettes à nouveau, il s'était complètement transformé en une bête insectideuse. Il essaya d'appeler à l'aide, mais tout ce qui sortit fut un sifflement étrange. De son côté, Sejin, satisfaite de ce spectacle, dit « Maintenant, tu peux comprendre mes sentiments. » À ce moment-là, quelqu'un frappa à nouveau à la porte. Il s'avéra que Nami, inquiète pour Sejin, avait appelé le professeur principal. Enfin, Sejin demanda « Mi-zong, prends soin de Nami pour moi, elle et moi ne nous verrons plus jamais, je déteste maintenant les humains. » Après avoir dit cela, son corps se pencha en arrière, s'échappant de l'endroit qui lui avait brisé le cœur. De l'autre côté, la porte de la classe fut défoncée avec force. Le professeur entra jurant, mais il se tut immédiatement en voyant la bête insecte dans la salle de classe. Le garçon qui avait été assommé par Sejin se réveilla lentement. Il confondit la bête insecte devant lui avec Sejin. Puis il sortit son téléphone portable et appela précipitamment le département des faucheurs. Nami y crut finalement, mais pour protéger Sejin, elle attrapa immédiatement le téléphone de son adversaire. Cependant, le téléphone glissa lors de la lutte entre les deux et atterrit juste devant la bête insecte. À ce moment-là, la voix du département des faucheurs se fit entendre au téléphone. « Avez-vous besoin d'aide ?» Le garçon à lunettes allait demander de l'aide, mais tout ce qui sortit de sa bouche fut un bruit incompréhensible. Pour comprendre ce qui se passait, il tourna la tête pour regarder le verre derrière lui. Puis il se rendit compte qu'il s'était transformé en bête insecte. Le garçon à lunettes brisa la vitre devant lui, en colère de ne pas pouvoir accepter la réalité. Il agita ses deux queues sauvagement. Hyojin rapide, sauva une fille et l'autre queue se dirigea vers Nami juste à temps. Mi-zong sauta et prit Nami dans ses bras. À ce moment-là, le garçon à lunettes poussa un rugissement de résignation, mais pour sauver sa vie, il dut briser la fenêtre et s'enfuir après avoir atterri. Il s'élança au loin dans une position étrange. De son côté, Mi-zong jeta un coup d'œil à Hyojin et hocha la tête pour indiquer qu'il comprenait. Puis, les deux commencèrent à suivre Sejin.
Hyojin déclara que Sejin devait être lié à l'organisation de Vers Céleste, car les œufs qu'elle venait de sortir étaient les mêmes que ceux que Sigma avait donnés. Mi-zong avait laissé des fourmis sur le corps de Sejin pour la marquer. Les deux hommes s'envolèrent à la poursuite de Sejin. Bientôt, les deux se retrouvèrent sous un pont, où ils aperçurent Sejin seul, essuyant ses larmes. Sejin sentit également que quelqu'un approchait. « Nous devons te parler, s'il te plaît, parle-nous. » Mais à peine avait-il fini de parler que les deux hommes furent choqués par ce qui se passait devant eux, leurs yeux s'écarquillèrent. Sejin n'était pas seul ici. Une autre silhouette apparaissait lentement. Ce que je déteste le plus, c'est quand les gens s'occupent de mes affaires. Donc, peu importe qui vous êtes, il sera difficile pour vous de sortir vivant d'ici aujourd'hui. Après avoir dit cela, la silhouette d'Anna disparut miraculeusement. Mi-zong sentit que quelque chose n'allait pas. Il tira précipitamment Hyojin de côté, et lui-même résista à un coup de pied puissant d'Anna, qui l'envoya valser. Anna leva son poing pour attaquer à nouveau, mais ce n'était que son destin. Soudainement, elle esquiva juste devant Hyojin. « T'es une jolie fille. » La seconde suivante, elle était derrière elle. « Je n'ai pas envie de te tuer. » Puis elle mordit la petite oreille de Hyojin. Du sang violet coula de sa bouche. Hyojin, furieuse, frappa Anna d'un coup de poing, la repoussant. Anna essuya le sang au coin de sa bouche. « Donc toi aussi, tu es une bête insecte ? C'est dommage. » Hyojin était totalement furieuse, elle attaqua directement Anna sous sa forme de bête insecte. « C'est donc un ver à soie, mais ton attaque est trop lente. » En y réfléchissant, Anna ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Mi-zong, lui aussi doit être une bête insecte. En effet, Mi-zong avait utilisé des pesticides et venait vers elle avec ses poings. Mais encore une fois, la posture fantomatique d'Anna esquiva facilement. « Tu ne peux pas m'atteindre avec cette attaque, mon pouvoir n'est pas seulement l'invisibilité, je peux aussi sentir tes attaques à l'avance. » Sejin, à ce moment-là, était aussi incroyablement choquée. Ce n'était qu'alors qu'elle se rendit compte que Mi-zong et les autres étaient des bêtes insectes. Ce n'était pas la première fois que les deux travaillaient ensemble, il comprit rapidement quelle était la réponse à apporter. Une fois de plus, Hyojin frappa Anna. Anna, qui essayait d'éviter l'attaque, ressentit soudain une douleur aiguë au cou. Hyojin avait déjà tendu un filet autour d'elle. Mais cela ne fit qu'énerver davantage Anna. « Tu oses me toucher ? Tu es morte. » Mi-zong ne prêta aucune attention à ces menaces et frappa Anna violemment au visage. Ce coup fit cracher à Anna un filet de sang. Au même moment, un os pointu poussa sur le bras d'Anna. « Comment oses-tu me faire saigner ?» Et sur ces mots, elle planta l'os pointu dans la poitrine de Mi-zong, et l'os continuait d'absorber le sang de Mi-zong. Mais Anna fut particulièrement surprise de voir que le sang de Mi-zong était rouge. Voyant Mi-zong blessé, Hyojin s'élança rapidement vers lui. Anna regarda froidement de l'autre côté, levant lentement sa main gauche vers elle. Ensuite, la pointe osseuse de sa main gauche s'étendit soudainement sur plusieurs mètres et transperça l'épaule de Hyojin. Anna retira la pointe osseuse, et Hyojin dit que l'attaque ne lui avait fait que des chatouilles, en se précipitant de nouveau vers Anna. Cette dernière léchait calmement le sang sur son corps, tandis que les zones blessées de Mi-zong et de Hyojin commencèrent à gonfler avant d'exploser en deux déflagrations. Par la suite, les deux étaient visiblement gravement blessés. « Je ne fais que m'échauffer, et vous deux ne faites déjà plus le poids. » Anna leva alors les bras, prête à les tuer. Mais à cet instant, Sejin apparut soudainement devant les deux. Elle déclara « Ce sont mes clients, je leur ai demandé de venir ici pour échanger des œufs de verre. Dis-tu la vérité? Sais-tu ce qui t'arrivera si tu me mens ?» répondit Anna, qui changea immédiatement d'expression après avoir reçu une réponse affirmative de la part de Sejin. « Donc, nous sommes des alliés maintenant, j'ai failli vous tuer, mais je n'ai qu'un seul œuf de verre sur moi. Lequel d'entre vous l'utilisera en premier ?» Mi-zong répondit « Nous n'en avons pas besoin maintenant, nous voulions juste en savoir davantage. » Anna répliqua « Vous ne savez pas ce que fait cet œuf? Une bête insecte verra sa force augmenter si elle le mange directement. Si une personne normale le mange, elle se transformera en larve, comme Sejin. Si vous mangez ensuite la larve, vous obtiendrez le double des bénéfices. » Les deux furent choqués par ce qu'ils venaient d'entendre. N'est-ce pas la même chose que de manger directement des gens? Juste à ce moment-là, deux malchanceux qui passaient par là s'approchèrent. Anna dit « Je vais vous montrer et vous comprendrez tout. » Elle appela les deux jeunes hommes, puis avant que l'un d'eux ne puisse réagir, elle fourra un œuf dans la bouche de l'autre. Rapidement, le corps du garçon commença à changer. La seconde suivante, il était devenu une larve laide. Bien que cela ne se soit produit qu'une seule fois, les deux restèrent sous le choc. « Je vous offre ceci en cadeau, mangez-le et vous deviendrez plus fort. Prenez votre temps pour en profiter, si vous avez de nouveaux besoins de moi, venez me voir au Club 6. » Après le départ d'Anna, la larve fixa son attention sur son partenaire. Mais Mi-zong lui donna un coup de poing pour l'éloigner, puis il mit ses mains ensemble et frappa à plusieurs reprises la tête de la larve. Hyojin derrière lui dit d'arrêter, mais Mi-zong lui intima de se taire. En voyant le geste suivant de Mi-zong, Hyojin se précipita pour l'arrêter. « Tu ne vas quand même pas le manger, n'est-ce pas? Il était encore humain il y a un instant. » Mais Mi-zong restait indifférent à ses paroles. « Ne m'empêche pas de tester. Mange-le. » À cet ordre, toutes les fourmis noires convergèrent vers le cadavre de la larve.
Mi-zong observait tout cela froidement, tandis que Hyojin était totalement désillusionné. « Mi-zong, sais-tu que cela revient à du cannibalisme? Pourquoi vas-tu jusqu'à ces extrémités? Quelle différence y a-t-il entre toi et ces gens de l'organisation du Ver Céleste? J'étais aveugle de travailler avec toi. » Mi-zong la regarda simplement après avoir entendu cela. « Regarde bien. » À cet instant, la larve au sol se transformait rapidement. En un clin d'œil, elle commençait à prendre une apparence humaine. Cela avait été prévu par Mi-zong, et Hyojin, curieuse, demanda ce qui se passait. Avant que Mi-zong ne puisse répondre, il expliqua qu'il avait remarqué que quelque chose n'allait pas avec Sejin. « Maintenant, je ne peux que tester pour voir si cela fonctionne, » dit-il. À peine avait-il fini de parler que l'homme au sol ouvrit grand la bouche de douleur. L'œuf qu'il avait mangé était extrait par les fourmis. C'est cette chose qui transforme les gens en insectes. Voyant les fourmis continuer à manger l'œuf au sol, Hyojin s'inquiétait pour Mi-zong. « Est-ce que ces choses auront un effet sur toi si elles mangent ces œufs? Je ne suis pas sûr, je le saurai quand elles reviendront dans mon corps. » Bientôt, l'œuf au sol fut totalement mangé, et lorsque les fourmis retournèrent dans le corps de Mi-zong, ce dernier sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Voyant Mi-zong souffrir, Hyojin s'inquiéta aussi. « Tu vas bien ?» Mi-zong se retourna soudainement et lui cria « Éloigne-toi de moi, maintenant !» Avec le retour des fourmis, les veines du cou de Mi-zong ressortaient. Ces fourmis semblaient tenter de se libérer du contrôle de Mi-zong, ce qui ne manqua pas de lui faire pousser un sifflement de douleur. D'un autre côté, Anna ramena Sejin au club. Le propriétaire des lieux n'était autre que le redoutable Gong Dajin. En remarquant que le bras d'Anna était bandé, il lui demanda si quelque chose s'était passé. Anna répondit qu'elle avait juste eu un malentendu avec un client. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» demanda Sejin. Gong Dajin répondit « Le club a perdu 50 pilules hier. » « Sais-tu ce qui s'est passé ?» Anna rétorqua « Cela ne peut être imputé qu'à ta mauvaise sécurité. » Sejin de son côté, resta silencieuse. À ce moment-là, Gong Dajin se leva. La seconde suivante, il disparut du lieu. Lorsqu'il réapparut, il avait immobilisé Sejin contre le mur. « Tu as du cran, petite fille, comment oses-tu voler mon médicament ?» À cet instant, Gong Dajin était furieux. Il menaçait de manger Sejin, mais soudain une aiguille dorée se posa contre son cou. Deux insectes succubes virent cela et se précipitèrent pour protéger leur maître. Ils placèrent une lame de couteau contre le cou de Anna, mais celle-ci ne paniqua pas du tout. Elle menaça Gong Dajin. « Si tu la touches, tu es mort. » Gong sourit légèrement en entendant cela, continuant à interroger sur l'emplacement des pilules, tout en augmentant la force de sa main. Sans hésiter, Anna planta l'aiguille dorée dans le cou de Gong. Elle semblait vraiment se soucier de la blessure de Sejin, mais elle ne pouvait pas arrêter cet homme fou du tout. Finalement, Sejin, incapable de supporter davantage, avoua qu'elle avait pris les médicaments. « Mais je voulais juste me venger, » dit-elle. Gong sourit enfin, satisfait d'avoir entendu cela. « En fait, je savais déjà que tu avais pris les médicaments et je sais aussi pourquoi tu les as utilisés. » Après cela, il relâcha Sejin. Anna se précipita vers elle pour lui demander comment elle allait. Gong, adossé au mur, riait aux éclats. « Petite fille, comment t'est venue une idée aussi brillante? Tu vas bientôt revoir tes anciens camarades de classe, ils sont en route. » Le gars qui a pris les 50 pilules. « Que se passe-t-il si je le mange ?» De son côté, le garçon à lunettes qui était devenu une bête insecte, s'enfuyait comme un fou. Plusieurs combattants du secteur des faucheurs le poursuivaient de près, ils finirent par le rattraper. Toutes sortes d'armes étaient lancées contre lui, il tenta de supplier pour sa vie, mais ne put qu'émettre un sifflement impuissant alors que la lame du capitaine l'atteignait. Le garçon à lunettes perdit finalement toute résistance. Après cela, le capitaine ordonna à son équipe de récupérer le corps, mais soudainement, le sol se mit à trembler. Le capitaine se retourna au bruit et constata que les corps de ses coéquipiers étaient coincés dans la boue, tandis que deux silhouettes inconnues apparaissaient plus loin. À ce moment-là, le capitaine comprit que ces deux-là venaient de quelque part de peu recommandable, alors il leur demanda qui ils étaient, mais Sigma ne prêta pas attention à lui, il demanda à un enfant de récupérer le corps, mais celui-ci refusa, car il voulait tuer les humains devant lui. Pendant qu'il parlait, la boue contrôlée par l'enfant était sur le point d'avaler deux des faucheurs, mais le capitaine ne réagit même pas. Il rangea même son épée longue et alluma une cigarette, d'un air nonchalant. Cette scène déconcerta non seulement l'ennemi de l'autre côté, mais l'équipe elle-même ne comprenait pas non plus les intentions du capitaine. Calmement, le capitaine dit « Je réfléchissais à ce corps, pourquoi vous faites-vous tant de soucis pour l'obtenir ?» Personne ne remarqua que la marque rouge sur son fourreau devint verte. Tes coéquipiers sont en train de mourir et toi, tu te poses encore des questions stupides, tu veux vraiment les voir perdre la vie? Le capitaine renifla et leva finalement son arme vers l'ennemi. L'enfant un peu confus, demanda « Tu peux nous attaquer à une telle distance ?» Sigma était sur le point de le prévenir de faire attention, quand il fut frappé par un éclair vert. Voyant son compagnon tomber devant lui, Sigma furieux, activa immédiatement son insecte et s'écria « Espèce d'humain infâme !» Le capitaine ne perdit pas de temps, il concentra de nouveau sa force et tira un autre éclair. Sigma, voyant cela, agita son épée, pensant avoir bloqué le coup avec succès, mais la seconde suivante, il fut choqué.
Ce truc va-t-il être inutile, même s'il est bloqué? L'équipe profita de cette opportunité pour monter à l'assaut. Le capitaine disparut soudainement en un bond tout en se précipitant vers Sigma. Il dit à son équipe de s'assurer de récupérer le torse et de ne pas laisser l'ennemi le récupérer. Après cela, les armes des deux hommes s'entrechoquèrent. Ce seul coup suffisait au capitaine pour savoir que cet adversaire était redoutable. Sigma, quant à lui, dégaina son autre longue épée, mais les deux étaient à égalité. Aucun des deux ne pouvait prendre l'avantage rapidement. Ne voulant pas perdre de temps, Sigma balança son épée de toutes ses forces vers le capitaine. Sentant la puissance de l'attaque de son adversaire, le capitaine se mit à suer à grosses gouttes. Il finit sa cigarette d'un trait, puis expira la fumée en l'enveloppant. Sigma regarda cela avec dédain et dispersa la fumée d'un simple coup d'épée, mais le capitaine avait déjà disparu. Le bruit soudain d'électricité derrière lui alerta Sigma, mais lorsqu'il se retourna pour vérifier, il fut frappé par le capitaine d'un coup vicieux. Heureusement, il réussit à éviter cette attaque fatale. Le capitaine demanda de nouveau quelles étaient leurs intentions en voulant obtenir le corps, mais une autre secousse se fit sentir sous leurs pieds. Sentant le danger, le capitaine sauta en arrière, mais c'était exactement ce que la chose en dessous attendait, et il ne put esquiver. Heureusement, ses coéquipiers arrivèrent pour bloquer l'attaque dangereuse. Cependant, une pointe rouge sortit du sol et transperça directement le corps d'un des coéquipiers. C'est à ce moment qu'ils réalisèrent que c'était l'ésophage de la chose, mais ils n'eurent pas le temps de réagir. La tête chauve fut projetée en l'air, puis replongée dans la boue. Sigma réalisa alors que l'enfant faisait semblant d'être mort. À ce moment-là, le garçon complètement bestialisé émergea lentement du sol. Il dévoila la bête insecte de la sérendipité. La tête chauve apparut lentement devant la foule. Les deux bêtes insectes décidèrent immédiatement d'arrêter de jouer et de récupérer le corps en premier. Ensuite le garçon enfonça le cadavre dans la boue, puis Sigma dit au garçon de ramener le corps au club. Il s'avança pour les arrêter. Club, c'est la seule information que le capitaine a obtenue aujourd'hui. Voyant qu'ils allaient s'échapper, le capitaine leva de nouveau son arme et les visa, mais à ce moment-là, le fourreau était à court d'énergie. Au même moment, les bâtiments environnants commencèrent à trembler continuellement, puis commencèrent à s'effondrer. L'équipe se précipita pour dire au capitaine de battre en retraite. Le capitaine leur dit de partir en premier et il se précipita vers le centre de l'effondrement. Bientôt, il escalada les rochers et arriva près de Sigma. Sigma était prêt à se battre, mais contre toute attente, le capitaine voulait simplement sauver son coéquipier. En voyant l'ennemi s'enfoncer, il n'avait plus rien à faire, il dut évacuer la zone avec son équipe. Mais ensuite, il voulut enquêter sur les clubs dans la région. Maintenant, c'était leur tour de chasser.